Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mars 2025, il est 9 heures et comme chaque matinée de ce mois béni, nous allons vous accompagner jusqu'à 10h30. Et Amel est déjà parmi nous. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va très bien. Ça se passe bien? Oui, ça va. Ça Tu peut aller. nous viens avec de bonnes nouvelles, on dirait, aujourd'hui. Enfin, des vents assez forts quand même. Assez fort, Oui. quand même. J'aurais aimé que ce soit la pluie, mais. Oui, bon, c'est la- ce que je pensais. Non, non, c'est Ah, les vents. finalement. C'est les vents. Bon, Ouais. en attendant, peut-être que c'est les vents qui vont ramener les bonnes nouvelles avec. Inch'Allah, j'espère. Inch'Allah, Inch'Allah. Ça va, Amel? Oui, très bien. Ça se passe bien? Oui, ça va. ça peut aller. Ramadan, Y a pas de problème. Hein. Ah, franchement, oui. Des gâteaux, on veut? Prochainement. Prochainement, voilà. À suivre. Ça va commencer à se préparer cette Ah, semaine, oui, oui. Inch'Allah. C'est le moment. N'est-ce pas? On en parlera le week-end prochain? Inch'Allah, oui, avec Certainement. Bah, tu plaisir. auras fini, hein, normalement, Ouais, le week-end ouais. prochain. Bon, on me connaît, On je sera commence- déjà je commence un peu pratiquement à tôt. la veille. Ça va sinon, ça se passe bien? Ça va très bien. Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, Amel, c'est la journée internationale des trisomies qui nous allons en parler, donc en compagnie du docteur Fethi Ben Achnou qui a donc choisi de nous parler de cette frange de la société et surtout comment prendre en charge donc ces personnes qui sont atteintes de trisomie 21. Et aussi, donc nous parlerons de nutrition. Alors, c'est vrai que nous sommes à la 3e semaine. Il y a déjà quelques petites catastrophes hein, sur le plan Ah oui? nutritionniste. Oh là là. Nutrition. Nutrition. Oui. Il y a des excès, Euh, comme d'habitude. comme chaque Ramadan. Et oui, pas malheureusement. Oui, oui, oui. Mais J'imagine. bon, la galbe, comme on dit. De toute façon, avec toi, on ne connaît pas d'excès. Hein. Ah non, non, non. C'est tant mieux. Ah non, non, moi je suis très équilibrée, ça va. Ouais, c'est tant mieux. On devrait prendre exemple, Amel, hein, n'est-ce Ah pas? bah, pourquoi pas. Voilà, donc nous parlerons de nutrition en compagnie de nos invités ce matin et surtout comment réguler, encore une fois, sa nutrition, donc son régime alimentaire et son hygiène alimentaire durant donc, ce qui reste de ce mois de Ramadan. Et comme chaque vendredi de ce mois béni, nous allons parler d'un autre comportement donc de bons musulmans, de bons comportements. Ce sera en compagnie donc de notre spécialiste maison, la professeure Kiri. Et depuis hier et jusqu'au 23, c'est le rendez-vous donc qui est pris avec les amateurs et les amoureux de la musique Sha'bi, puisque c'est le festival donc national du Sha'bi qui se tient depuis hier jusqu'au 23. Et nous terminons l'émission, comme chaque vendredi, en compagnie de notre amie Samira Hajamar, qui va nous emmener du côté de Batna, cette fois-ci, pour nous faire découvrir la capitale militaire donc, de l'Afrique romaine, à savoir donc, les monuments historiques de Lambès. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais sinon, tu nous dis, il va y avoir des vents, Oui, pour beaucoup de aujourd'hui. vent. Et nous avons même un bulletin spécial Ah aujourd'hui. oui, vigilance orange. Vigilance orange, quand même. Ouais. Un peu plus de détails, Amel? Allons-y. Parfait, ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et donc pour les nouvelles du ciel, on disait qu'on va Oui. avoir vigilance orange Concernant des vents assez forts pour assez aujourd'hui. fort. Voilà. Mais sinon pour les températures, Ça va, ça Ça sera va. agréable. Toujours- mais toujours aussi un peu agréable. élevé à l'est quand même. Hein. un peu élevé. Un peu Ah, élevé quand à même. l'est. Oui, on va voir tout à l'heure. Très bien. Alors tu nous donnes un peu plus de détails, Amel? Merci Nour. Vas-y, Siad. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, Météo Algérie a émis une vigilance orange concernant des vents forts sur les régions de l'ouest et le centre. Par contre, à l'ouest, ça s'est calmé vers les 6 heures du matin. Par contre, sur le centre, eh bien, elle sera valable jusqu'à midi. Les wilayas concernés sont Naama, Beyat, Tiaret, Jelfa, Larouat, Nsilash, Leftipaza, Alger, Blida, Boumerdas, Tizi Ouzou, également Béjaïa, ou des vents qui peuvent même parfois arriver jusqu'à 90 km/h. Oui, et oui, 90 km/h durant C'est énorme. cette... c'est énorme, oui. Donc, cette vigilance restera jusqu'à midi à suivre. Peut-être qu'elle va être aussi reconduite durant la journée. On va voir tout à l'heure dans le bulletin de midi. Et concernant le temps, eh bien, on aura un ciel localement nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord. Ces nuages vont donner quelques pluies par endroit sur les régions de l'ouest, le centre et l'est du pays qui seront parfois orageuses, des vents forts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur pratiquement tout le nord. Et ces vents arriveront jusqu'au près des côtes est durant l'après-midi. La moitié sud, eh bien, on aura des passages nuageux vers l'extrême sud, le Egert Assidi, également le Sahara oriental, avec possibilité de foyers orageux vers ces régions. Partout ailleurs, rien à signaler. Le soleil s'en donnera à cœur joie. Et à noter, cette fois-ci, des mouvements de sable sur le sud-ouest, le Nord Sahara et le Sahara central.
Les températures, l'après-midi, eh bien, elles seront plutôt élevées, mais vers les régions de l'Est. Le maximum, 32 degrés du côté de Annaba, 31 à Guelma, 30 à Sétif, 29 degrés à Batna, 20 degrés du côté de Tizi Ouzou, 21 à Oran, Tlemcen, Alger et Al Bayad, 17 degrés le minimum du côté de Tiaret. Au sud, 29 degrés à Béchar, 28 Gardaya, 30 à Tindouf, 34 à Tamanrasset, 35 à Biskra, également Janet, 37 à Ilizi et Adrar, et enfin 42 degrés le maximum, Borj Bedjumkhtar et Ingazem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera très agitée sur les côtes centre et est, agitée sur les côtes ouest, des vents qui vont arriver jusqu'à 80 km/h sur les côtes centre et 70 km/h sur les côtes est, les vents sont de secteur ouest, et jusqu'à 50 km/h sur les côtes ouest, les vents sont de secteur sud-ouest. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 19h01. Pour plus d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie, et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et on notera des températures quand même très élevées au niveau de l'Est. Hein, vraiment. Et c'est des températures à l'ombre. Hein, à l'ombre, effectivement, on le rappelle. Et donc, ce sont des températures quand même hors saison. Hors saison pour un mois de mars, oui. Voilà. Plutôt estivale. Exactement. Voilà. Donc il faut faire très attention. Hein, en attendant demain, peut-être ça va baisser. N'est-ce pas, surtout avec les jeunes. Exactement. Donc on invite. Si on peut éviter de sortir, ça serait bien. Ce serait bien. Voilà. Effectivement. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Amel. C'est moi. Amel, on se retrouve tout à l'heure après le journal du midi. Donc on notera, peut-être on va rappeler les wilayas où on a eu la vigilance orange. Je le rappelle. Donc vous avez Naama, Al Bayad, Tiaret, Jelfa, Larwat, Msila, Chlef, Tipaza, Alger, Blida, également Tizi Ouzou et Béjaïa. Soyez très très vigilants. Voilà, donc on aura un peu plus de détails tout à l'heure par rapport à ce bulletin. Donc, on va voir si elle est reconduite ou pas. On va voir. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup Amel pour toutes ces nouvelles. On se retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Après j'aurai été visite du midi, après celui de 19h aussi pour plus de détails. Exact. Demain, à partir de 8h. Avec plaisir, avec merci toi. beaucoup Amel. Allez, à tout à l'heure. Et on continue cette fois-ci. Donc ça va être Madih Leni qu'on vous propose. On se retrouvera juste après. Sur le plateau, et cette fois-ci nous allons donc évoquer la journée mondiale des trisomiques en compagnie du docteur Fathi Benachnou, et ce sera juste après cela. Alors, finalement, je vous reçois directement, docteur. Bonjour. Bonjour, je suis à votre disposition. À la disposition de tous les téléspectateurs pour chaque vendredi. À travers vous, j'espère que le maximum bénéficiera de... Certainement. De vos conseils, surtout, comme chaque vendredi. Ça, c'est... Et Ramadan, comment vous y allez? Très bien, alhamdoulilah. Et bon, très bien, il tire à sa fin, hein, ça passe trop vite aussi. Oui, c'est des fantasmes ou des peurs juste avant Ramadan. Oui, juste avant. 15 jours ou un mois, Ramadan. Mais ça se passe normalement. Le jeûne, c'est comme, il n'y a pas eu d'émeute de la faim. Oui, heureusement, donc c'est داروا الهول في بطل avant Ramadan, on met du houl. J'aime bien le mot. Non, alors que tout est bien en matière de Ramadan. Effectivement. Alors aujourd'hui, docteur, vous avez choisi de parler d'une frange de la société très particulière et pour laquelle donc une journée internationale a été dédiée le 21 mars. Donc pour parler de cette frange de la société qui est les trisomiques, n'est-ce pas? Donc on parle de quoi exactement? On parle de quoi? D'abord, il ne faut pas parler pour effrayer. Dans la nature, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas comme on voudrait. Oui. On s'impose. Même dans la nature, on voit des arbres pousser dans le désert, beaucoup des zones, ça c'est le propre de l'homme, des zones qui étaient très bien, on arrive à les désertifier, tous ces éléments. Eh bien la nature, elle est la reine, elle peut se permettre des décisions qui nous choquent.
Ça, c'est important. La trisomie 21, ça se passe au cours de la grossesse. Ça, dans la majorité des cas, dans l'espèce humaine, c'est-à-dire dans le monde entier, c'est les grossesses, c'est normal. On a des enfants que l'on classe, que l'on dit normaux, entre guillemets, mais ça veut absolument rien dire. La nature peut se permettre de dévier. C'est au cours de la formation du bébé, après la fécondation, je parle fécondation de l'homme par la femme, émission de spermatozoïdes avec rencontre d'un ovule, et il y a un processus, un merveilleux processus qui commence et qui est le prémisse de la vie. Cette histoire, il faut savoir que le corps humain possède des milliards de cellules, et c'est là où c'est le plus... La vie, ça dépend et ça débute dans une cellule, ce qui se passe. Là, dans la cellule, il y a ce qu'on appelle des chromosomes qui portent les gènes, c'est-à-dire que c'est comme... Voilà, c'est des paires de chromosomes, X, Y et tous ces éléments-là. Et c'est comme une puce d'un téléphone. Elle transporte tous les éléments de mon histoire en tant qu'humain, de votre histoire, de l'histoire du caméraman, et qui vient depuis longtemps. C'est comme la puce, elle peut contenir, et elle contient vos appels téléphoniques d'il y a 5-6 ans, on peut les retrouver. Là, c'est les chromosomes et les gènes transportent notre histoire. Et la nature, automatiquement, elle combine, c'est une combinaison de chromosomes. Mais on a 46 paires. Pourquoi? Parce qu'il y a chromosome X et chromosome Y, c'est ce qu'on a vu. On les voit, hein, ça c'est pas du... On les voit, c'est des chromosomes. Alors, le X, c'est pour l'homme, et le Y, c'est pour la femme. Il y a, dans l'histoire de la trisomie, il y a ce qu'on appelle un accident chromosomique. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va doubler, la nature va se permettre, elle est reine, hein, de doubler il y a deux, elle va mettre un troisième chromosome. Ce qui fait que ça entraîne ce qu'on appelle la trisomie sur la paire 21. Parce que là, il y a des paires qui sont numérotées. Hein. On a la paire... généralement, c'est au niveau de la paire 21. Il y a la paire 18, il y a, ça c'est des éléments Et ce qui fait que ce caprice, moi je dis, de la nature, va entraîner un enfant ayant des caractéristiques physiques et mentales spéciales, qui ne sont pas... Moi, je ne pense pas que ce soit des handicapés. C'est la preuve que la nature est forte et peut tout se permettre. Le problème, en laissant tomber ces histoires de génétique et tous ces éléments, le problème, c'est la prise en charge, c'est l'intégration, c'est la participation de plein droit. Un trisomique. Alors avant de parler, docteur, si vous permettez, donc de la prise en charge de cette frange de la société, je voudrais qu'on revienne aux causes. Donc il y a certaines causes de cet accident chromosomique. Voilà, pardon. Donc j'arrive. Je vais y arriver. C'est pas grave. Je vais y arriver. Donc je vous disais, il y a certaines causes que l'on connaît. Mais cela dit, ce ne sont pas des causes forcément... Oui. Vous savez, en médecine, personnellement, j'adhère à cette idée. Il n'y a pas de cause directe. On n'est pas en physique. Vous mettez H2O, deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène, ça va vous donner de l'eau. Non, il y a des facteurs. Il y a des facteurs. Le principal facteur qui est là, c'est que, pourquoi, quand j'accuse la nature, non, la nature, elle fonctionne bien. Mais si on porte atteinte à certaines lois de la nature, par exemple, un mariage qui aboutit à une fécondation doit toujours avoir lieu, surtout chez la mère, doit avoir lieu avant 35-40 ans.
C'est pas automatique, c'est pas sûr, mais c'est recommandé. Vous voyez là, dans l'utilisation des termes, les causes, il n'y a pas de cause. Maintenant, on y inclut, attention, l'homme et un enfant, ça se fait avec une femme et un homme. Je sais que j'enfonce une porte ouverte, mais c'est très important de préciser. L'homme aussi a sa participation. Mais attention, c'est l'âge de la parturiente, de la maman qui tombe enceinte. Ça, c'est important. Il y a aussi, c'est là où c'est important également, j'insiste là-dessus, le suivi des grossesses. Il ne s'agit plus, hélas, dans notre pays, c'est à la dernière seconde, quand la femme commence à avoir des douleurs pour l'accouchement, elle court à l'hôpital. Non, une grossesse, ça se discute, ça se suit, et il y a un suivi par des échographies, il y a aussi un suivi au niveau de cette femme, de ses parents. Est-ce qu'il y a eu il y a tout un suivi qui doit être complet. Mais dire qu'il y a une cause, parce que j'ai pris une tisane de za'atar, ça donne ça, non, c'est pas aussi simple que ça. Mais par contre, on fait beaucoup de progrès, il y a un suivi, mais aussi il faut que on a commencé en Algérie à s'intéresser à ces histoires génétiques, parce que la génétique fait de grands progrès et on peut faire des tests pendant la grossesse pour dépister, entre guillemets, s'il y a des risques de trisomie 21. Par exemple, je ne vais pas mentir, il y a un développement du fœtus dans le ventre de la maman. Il y a des étapes. Il y a le moment de l'étape du développement du cerveau. On peut repérer le cerveau, il y a un tube neural, bon, je ne veux pas être trop technique, c'est ce qui donnera le cerveau. On peut observer certaines anomalies dans le développement de ce tube neural. Vous voyez, c'est des trucs. L'important, c'est qu'on prenne conscience qu'il faut suivre une grossesse. Et c'est assez. On peut avoir une trisomie 21, mais on peut avoir une trisomie 18 et tout. Alors, on parle de trisomie. Si vous allez dans les pays anglo-saxons, on parle syndrome de Down. Ça, c'est une question d'expression. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre. Et vous dire, je crois que les choses vont pas se compliquer, se précipiter à cause de la pollution, à cause de la... attention, la trisomie n'est pas héréditaire, c'est pas automatiquement, elle n'est pas héréditaire, ça c'est très important. Mais moi j'insiste pour éviter les mariages consanguins. Et on a un instrument très très riche en Algérie au point de vue médical, c'est ce qu'on appelle l'examen prénuptial. Hélas, j'ai été d'une génération où on pensait que l'examen prénuptial, certaines femmes venaient demander ça, certaines familles venaient demander ça, un certificat de virginité. Alhamdoulilah, ça a été éradiqué en Algérie et c'est un examen prénuptial, c'est une revue de la santé, une revue de l'histoire santé de la femme et de l'homme avant le mariage. Et il ne faut pas je crois qu'il a un petit peu régressé. Pas un petit peu. Le certificat nuptial, on lui a donné une note administrative. C'est une histoire de tampon et de signature. Non, je crois que mes collègues et mes consoeurs doivent apporter la plus grande attention à ce certificat. Et sensibiliser surtout les prochains couples pour... prochains couples. Voilà. Mais sinon, docteur, on va terminer très rapidement sur la prise en charge donc, de ces... J'ai été hyper rapide et concentré. Allez-y. Je disais donc, pour revenir à la prise en charge donc, de cette frange... Pour éviter, penser, il faut penser à cet accident chromosomique. Et sinon, pour la prise en charge, donc, on parlait de leur insertion dans la société. Voilà, ça c'est important, dans le sens où il faut accepter
Comme on accepte qu'un arbre pousse de telle façon, l'autre de telle façon, il faut accepter que quelqu'un ait les cheveux blonds, les cheveux noirs, les yeux gris, grande taille, petite taille. Il faut accepter cette notion de trisomique qui ont certaines caractéristiques sur lesquelles je ne reviens pas. Mais ce qui est important, c'est que, premièrement, pour moi, ce ne sont pas des handicapés. Ils ont besoin, premièrement, d'être intégrés, d'avoir des structures de formation qui soient adaptées à leurs possibilités, parce que cet accident chromosomique va avoir un impact sur les possibilités, les caractéristiques d'intégration dans la société de ces trisomiques. Et c'est là où c'est le plus important. En Algérie, on commence à avoir des associations. Ça a toujours commencé, les associations de parents de trisomiques, parce qu'il n'était pas l'école, et je crois qu'il faut revoir notre conception de l'école et pour leur faire une place qui leur revient, c'est pas leur faire un petit... non, la place qui leur revient dans la formation. Il faut des centres, il faut des techniques pédagogiques adaptées et tous ces éléments-là, c'est là où on doit faire le plus grand effort. Et je le dis, en Algérie, grâce aux associations, il y a de grands progrès. Et là, on revient à la notion. La maladie, c'est pas aller chez le pharmacien du coin et je prends un comprimé, tout s'efface. Là, c'est pas une maladie au sens algérien du terme. Non, c'est des gens qui doivent avoir leur place dans la société. Effectivement, vous avez évoqué, docteur, la société civile et tout, le beau travail que les associations font. Et là, justement, nous allons découvrir l'une des activités des associations pour l'insertion, d'ailleurs, de cette frange de la société. Là, c'est une association qui a mis en scène une pièce théâtrale, finalement, et qui a invité les trisomiques à y jouer. Merci beaucoup, docteur. On se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah, pour d'autres conseils. Merci beaucoup, docteur. Comme je vous le disais, et cette fois-ci, nous allons découvrir une magnifique pièce théâtrale qui a fait appel aux trisomiques pour jouer très très belle pièce théâtrale qui a eu lieu au niveau du Théâtre National algérien Mehidine Bechtarzi. C'est Lamia Boudbouda qui a fait cette couverture. Je vous laisse voir, on se retrouve juste après. Ce soir, sur les planches du Théâtre National algérien Mehidine Bechtarzi, c'est un grand moment d'émotion pour ces 12 enfants porteurs de trisomie 21 et qui ont interprété avec brio, chacun dans son rôle, la pièce théâtrale Mahkamatul Rabat, où le lion, roi et président de la jungle, essaye de faire régner la justice et propager l'amour et le respect entre les animaux. أنا عبد الرحمن ربعي يعني أنا الدور تاعي الأسد قلنا على أدوار مليحة وجسيدة ولعبناها وجبناها مالك بطة هي سر دوتي قلت دوتي قلت قد كريتها بنانا أنا مرضى وكهية وأنا عجبتني غزالة وعندي سراويل وأنا سرقني بنان وربيرو. اسمي خالد ناقب حكاش للأستاذ جامعي الناصر الجامعة. أنا اسمي الذئب زرزان. أنا قرد وأنا زعدان عندي يدان طويلتان وقفزتان قويتان أتنقل بين الأغصان. هذه حاجة هذه حاجة هذه حاجة. Cette prouesse artistique, éducative et thérapeutique de 45 minutes nous démontre qu'ils peuvent transcender la maladie. Une production de l'association Mafatih El Jannah de Bourj Bouharirij. Le texte et la réalisation sont signés Ammar Dama, qui a pris sous son aile ses petits anges.
هذا العرض محكمة الغابة كان نتاج ورشة لمدة سنة، يعني كنا نحاولوا مع بعضنا كل في جمعية مفاتيح الجنة، كل واحد عنده الدور تاعو، يعني ما كنتش وحدي أنا، كاين لي بسيكولوج، كاين الجماعة اللي يخدموا في الجمعية كل، كاين معايا فريق تقني ثاني محترف، هما اللي شجعوني باش نكمل باش يكون هذا العرض محترف، والحمد لله كانت النتيجة هذه اللي شفتوها اليوم. المسرح أنا متأكد باللي تيرابي لهذه الفئات وفئات أخرى، سي بور سا درنا التجربة هذه ولاحظنا باللي بالنسبه ل 50 ولا 55 طفل في الجمعيه، هذا 13 طفل هما اللي ديفلوبوا في الكومبورتمون تاعهم وتبدلوا كاريمون، اللي كان يقرا شويه ولا يقرا مليح، اللي كان ما يخدمش في الكبار ولا عنده ميتي، عندنا اللي تخدم الكاطو هذه محترفه في الحلويات، معها زوج واحد اخرين، عندنا ايضا بزاف اطفال اللي كانوا يقراوا ولاو هما الاوائل في المدارس تاعهم، وكاين حتى اللي في مش مدارس خاصه، في مدارس عاديه وكلاسي الاولين وعادي جدا. Un pur moment de magie où les enfants se donnaient la réplique, chantaient et dansaient avec leurs mines réjouies. Résultat, un public conquis et sous l'émotion. De toute façon, j'encourage. Cette المسرحية شفتها plusieurs fois, mais à chaque fois نجي pour dire aux enfants qu'on est là. رانا نتبعوهم ونجي باش نشجع المخرج، باسكو هؤلاء الاطفال كاين موراهم ثاني شخص اخر واللي هو عمار دم على راسهم كمخرج وتوت ان ايكيب اللي راهم vous savez c'est très difficile de travailler des enfants déjà مع اطفال عاديين وصعيب الانسان انه يعمل معاهم. Non, mais c'est un magnifique spectacle. C'est un spectacle d'une humanité, d'un humanisme extraordinaire. Il y a plein d'émotions, ça dégage de l'émotion, de la beauté, du bonheur, du théâtre aussi. Et il faut rendre hommage à l'équipe نتاع عمار داما. عجبوني هذيك المسرحية شحال هايلة. واستفدت هذوك القيم هايلة، يعني هذيك القيم ما نسرقوش ما نتنمروش، هذوك هايلين. فهمت باللي ما لازمش نسرقوا ولازم نكونوا محترمين مع الحيوانات ولازم نكونوا قاعدين كيف كيف. C'est vrai qu'il y a un handicap quelque part, mais au vu de la performance l'indert اليوم شوفي le côté mémorisation des textes à la hauteur, le côté mémorisation de la mise en place, c'est une beauté, côté la proposition des caractères, donc وش الفرق بيننا بينهم. Une pièce qui parlera forcément à tous ceux touchés de près ou de loin par la trisomie 21. Mahkamatul Ghaba aura été un véritable hommage à la différence. Et comme l'a si bien dit Lamia Boudbouda, effectivement une prouesse artistique. Bravo à l'association et à la société civile qui fait un travail magnifique et colossal donc au profit de cette frange de la société à qui on rend hommage aujourd'hui à l'occasion donc de leur journée internationale. Et cette fois-ci, donc nous allons nous intéresser à notre alimentation, particulièrement au mois de Ramadan, le mois des excès, malheureusement par excellence, particulièrement avec l'approche de l'Aïd. C'est dans quelques jours et nous en parlons donc ce matin en compagnie de notre spécialiste nutrition, Sarah, Zahef. Sarah, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Sarah? Ça se passe bien? Ouais, je suis toujours très contente de vous voir parce que je sais qu'aujourd'hui on n'aura pas d'interdiction. Non, il n'y en aura pas. Je sais toujours qu'en votre compagnie, il n'y a jamais quelque chose qui est interdit. On n'a pas le droit d'interdire. Même si on prend toute une tablette de chocolat. Parfois, oui. Parfois, oui. Ben voilà. En tout cas, c'est pas interdit. Voilà. Exactement. Il n'y a pas d'interdit. On y va sur de bonnes bases. Exactement. Ça va avec le mois de Ramadan? Ça se passe bien? Ça va, fatigant, mais alhamdoulilah. Alhamdoulilah, effectivement. Alors Sarah, aujourd'hui, donc ça fait déjà 3 semaines, hein, mine de rien. Ça passe très très vite et nous sommes à quelques jours donc de l'Aïd el-Fitr. Et c'est la semaine par excellence des préparatifs. C'est le marathon. C'est le marathon. C'est le marathon des gâteaux, effectivement. C'est la concurrence, compétition. Qui prépare le plus. Créativité. Exactement, effectivement. Voilà. Donc en fait, c'est une semaine que je considère comme une semaine assez traditionnelle. Donc ça fait partie de nos racines. Donc la dernière semaine de Ramadan, c'est dédié aux gâteaux. C'est dédié aux gâteaux pour les préparer, pour les partager le jour d'Al-Aïd. Donc c'est une semaine assez importante. Ouais. Assez importante, effectivement. Et ce qui est rigolo, j'ai envie de dire, durant cette semaine, c'est que je le dis toujours, n'est-ce pas? Ah oui. Alors il faut qu'on goûte, si c'est bon, ça c'est sucré, pas assez sucré. Pour pouvoir les offrir. Après
Après, on en a des variétés. Ah oui. Voilà. Alors, et c'est là où il faut faire justement très attention. Effectivement, effectivement. Donc, quand je disais, c'est une semaine assez importante. Donc, en fait, personnellement, je ne vous interdirai pas de les préparer, ni de les manger, parce que c'est très important. Donc, ça fait partie de nous, c'est notre identité. Donc, on ne va pas supprimer notre identité. C'est vrai. Pour notre bien, même si notre bien passe en avant, mais l'équilibre est très important. On peut aussi. toujours réguler, effectivement. Effectivement, c'est une question d'équilibre. Voilà, alors comment on peut être un petit peu, on va dire, rationnel? Bah écoutez, déjà il faut savoir que les gâteaux, ça se passe dans les occasions. Donc c'est pas tous les jours qu'on a des gâteaux sucrés et tout. Oui. Donc en ce qu'on se conseille, je conseille d'en manger pour ne pas arriver à frustration, pour ne pas tomber dans les excès. Et de se dire que voilà, j'aurai une toute petite assiette, de ne pas en abuser. Donc ça ne sera pas le mois de Ramadan, donc on ne sera pas saïmine. Donc on pourra en avoir la journée. Oui. Donc peut-être manger une part le matin, une part l'après-midi. Il faut laisser aussi pour les jours suivants. Oui. Pas tout manger le premier jour non plus. Après, ce qui est sympathique le jour de l'Aïd, c'est l'échange. Oui. N'est-ce pas? Ouais, c'est ça. On fait beaucoup d'échanges de gâteaux. C'est ce qui. C'est le binnat voilà. C'est ce qui rend l'Aïd finalement une fête de partage par excellence. Exactement. Donc, etc. C'est ça. Donc ça rentre un petit peu dans cette tradition. C'est pour ça qu'on n'interdit pas. Oui. Donc imaginez-vous si on est en famille, il y a le partage et vous leur dites ah non, oui. Ah non, c'est pas bien ça, faut pas en manger. Après, comme on le dit si bien dans notre jargon, c'est vrai que lorsque nous sommes tous réunis autour de la table, et généralement une table très bien garnie. Très belle aussi. Très belle. Ouais. Voilà, beaucoup de couleurs, beaucoup de variétés. Ouais. Et puis, hakidoki, c'est moi qui l'ai fait. Après, les petites jeunes filles qui commencent à mettre la main à la pâte, elles veulent bien être partagées aussi. Notées. Bah oui. N'est-ce pas? Et donc là, justement, comment il faut essayer de gérer, on va dire, la situation? Bah, honnêtement, moi, ce que je conseille, c'est de manger par petite quantité. Oui. De se contenter par une demi-part ou une toute petite part. Peut-être se partager une part carrément. Par deux et tout. De ne pas en abuser à la darba, donc en une seule bouchée ou en une seule part. Donc durant la journée, il ne faut pas oublier, comme je vous ai dit, il y a plusieurs jours. Donc on aura le temps d'en manger. Donc allez-y doucement. Aussi, honnêtement, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant, pour ne pas tomber dans l'excès. Donc voilà. Voilà, donc aller vers des petites parts, se partager. Voilà, on reste dans le partage. Voilà. Et puis ça nous permet de goûter un peu de tout, hein, quand on peut partager comme ça, effectivement. Alors ça c'est le jour de l'Aïd, les jours qui suivent, mais là ça va commencer dans 2-3 jours, hein, n'est-ce pas? Les préparatifs, je parle des préparatifs, ça va commencer dans 2-3 jours. Donc on rappelle que ça émine toute la journée, et puis il y a la rupture du jeûne où généralement, c'est copieux, hein? Oui. Donc, c'est copieux. Alors, comment on peut réguler à ce moment-là? Donc, déjà, il faut savoir c'est copieux, comme vous avez dit. Moi, ce que je considère que nos repas traditionnels, le jeûne, sont très équilibrés. D'accord? Donc, on a des protéines, les lipides, les glucides. Donc, nos assiettes sont très équilibrées, sont très bonnes pour la santé. Il faut juste bien les cuire. C'est juste la méthode de cuisson. Maintenant, pour balancer, pour avoir l'équilibre entre le sucré et le salé, il faut tout simplement une kisro siamna avec des fibres, ensuite manger nos repas. Et si la chia avec les préparations et tout, on veut goûter un tout petit peu, on en goûte quelque part. Il faut juste les espacer, les éloigner du dîner. D'accord. Ah, les éloigner quand même du dîner. Oui, il ne faut pas juste manger le sucré juste après notre repas. Il faut éviter. Ah d'accord. Oui. Ah d'accord. Ok, donc là, là on est un petit peu dérouté. Un peu de temps. D'accord, là on est un petit peu dérouté parce que... On voulait juste après. Voilà, on a eu des conseils qu'il fallait prendre moi, personnellement, juste après avoir mangé. En fait, non. Le sucre, il faut le prendre juste après un repas fibré, donc riche en fibres. D'accord. Mais là, notre repas, en général, ce sera fibres, une assiette ensuite copieuse, donc protéinée, surtout hyper protéinée. Donc glucides aussi, donc il y aura l'apport sucré. D'accord, donc là ensuite on ne pourra pas ajouter des sucres rapides en plus. Donc moi je conseille après avec un verre de thé, un café et tout, prendre la petite part de gâteau. La tasse de thé et la tasse de café sans sucre. Si possible. Si possible, je sais que c'est une addiction pour certains, donc on y va doucement. Voilà, c'est une addiction pour certains, effectivement, pour atténuer encore une fois l'effet du sucre. Exactement. Mais sinon, pour les personnes qui souffrent de quelques maladies, les diabétiques par exemple. Comme j'avais dit la fois passée, c'est la catégorie délicate. Oui. Donc les diabétiques, les personnes atteintes de maladies spécifiques, là,
On ne pourra pas également interdire, oui. C'est délicat, c'est pas évident. C'est très délicat, effectivement. Mais je leur conseille d'y aller déjà doucement. Mais ça, ils le savent, j'imagine. Oui. Donc, de peut-être manger un apport fibré juste avant ou un apport riche en lipides pour diminuer l'apport sucré. Voilà, donc encore une fois, allez-y doucement. Donc, c'est pas interdit, mais il faut juste bien associer. C'est pour ça qu'on associe nos assiettes. Parce que chaque macronutriment, donc glucides, lipides et protéines, supprime ou diminue le côté négatif de l'autre. Donc en fait, c'est une bonne équipe. Voilà. C'est une bonne équipe qui aide à la bonne santé. Voilà, donc il faut penser d'abord à son assiette, après le dessert, il sera permis. Exactement, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, donc c'est ce qu'on retient pour aujourd'hui. Et marcher juste après, si possible aussi. Oui. Donc c'est bien d'aller marcher pour dépenser. Après, c'est très animé, Sahara Ramadan, hein. C'est un côté positif, donc c'est super. Voilà, après, c'est le préparatif de l'Aïd, acheter des vêtements, donc du pierre deux coups. C'est ça. Finalement. Voilà, profitez. Voilà, il faut profiter, effectivement. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. On vous retrouve très bientôt, Sarah. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Donc, je vous dis à très, très bientôt, Inch'Allah. Sahara Ramadan, qui est si on se voit pas d'ici là. Inch'Allah. Merci beaucoup, Sarah. Donc, on continue. Cette fois-ci, nous allons aller dans l'un des cafés mythiques d'Alger, Café Malakoff, pour voir un peu l'ambiance qui y règne. Et c'est Hamid Rebouh qui s'y intéresse dans ce reportage et on se retrouve juste après. Situé près du quartier Zoujayoun à la base Casbah d'Alger, l'emblématique Café Malakoff a vu défiler les plus grands maîtres du Chabi, tels que le Hajj Mohamed El-Ampa et Hajj Mrizaq. Orné de vieilles photos de chanteurs célèbres accrochés au mur et d'instruments de musique, ce lieu mythique se transforme aujourd'hui en scène à ciel ouvert, où se mêle la nostalgie des anciens et l'enthousiasme des jeunes passionnés. والفنانين كاع اللي يقول لك الفنان انايا كاع اداو المكان تاعهم. بداها الحاج محمد العنقا، بداها قروابي، بوجماعة العنقيس، مكرازة والسوكي، حسن سعيد، هاد الشيوخ كاع قبول لهنايا، و سي ان ليو دو رونكونتر، و سي ان ليو سيرتو الناس اللي يحب يدير الوليمة يجي للقهوة لهنايا، يختار الشيخ اللي يحبوا يجيبوا لعرسو ويتفاهم معاه، ونهار الجورجي يجي بالطاكسي لهنايا ويديماريو كاع لوركاس من هنايا يروحوا. مير الغرام والصاع النية دايم رجالو ما خف غير يرميها قبل أجلي، ما خف غير روحي يديها قبل أجلي. Les soirées de chant Chabi sont organisées par l'établissement Art et Culture de la Wilaya d'Alger. Au niveau de ce café, durant ce mois de Ramadan, des artistes confirmés et des talents émergents se succèdent dans une communion parfaite entre tradition et modernité. Ils invitent le public et mélomane à un voyage musical unique. Installé avec son orchestre de manière très modeste, au milieu des clients du café, Kamel Aziz, virtuose du mandol, entame son programme avec une empreinte singulièrement Chabi. Ce lieu mythique Hadaya, في هذا الشهر الكريم le mois sacré de Ramadan. رانا نواسيو ليالي هنايا لي ريتروفاي مع احبابنا وصحابنا venant de un peu partout
يعني من الجزائر الكبيره لي 58 ولايه الحمد لله احبابنا وصحابنا راهم هنا كاملين وما يخفالكش بلي هذا لو كافي هذايا سي ليو يعني كي تي يعني لوريجين ديالو ويعني لوندروا هذايا ميتيك سيتي سبيسيالمون بور لي زاماتور تاع اصحاب الشعبي على راسهم الحاج محمد العنقا ربي يرحمه ويوسع عليه ورانا اليوم قاعدين يعني في هذا المضرب اللي كان يقع فيه الحاج محمد العنقا ربي يرحمه ويوسع عليه هذا شرف ليا وان شاء الله كما يقولوا ربي يدوم هناكم ونتمنى لكم رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. Avec sa voix présente et étoffée, Kamel Aziz a subjugué le public en interprétant remarquablement des reprises en hommage au grand maître du Chabi. Plus qu'un simple événement, ces soirées sont une déclaration d'amour au Chabi. Ce genre musical qui a su, malgré le temps et les évolutions, garder son authenticité et son âme. Et très très belle ambiance qui y règne. Et nous allons continuer à parler de la musique Chabi, de la chanson Chabi, puisque le festival national est en cours en ce moment. Nous en parlons donc en compagnie de notre ami M. Abdelkader Ben Dahmash. Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Voilà, merci de l'invitation. Voilà, nous sommes en plein, c'est le deuxième jour aujourd'hui. Oui. Hier, on a inauguré en présence d'un grand public très connaisseur, très exigeant, aussi, mais il y avait une ambiance familiale exceptionnelle au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, donc c'était la première fois. Et puis tout ce festival, on l'a dédié à Cheikh Al-Hajj Mohamed Al-Anqa, puisque Hajj Mohamed Al-Anqa est de retour. Oui. Et de retour parce qu'on l'a un peu oublié, pour dire que ce grand monsieur, bon, je vais parler de festival dans un petit moment, mais il faut parler aussi de l'histoire oui. du Chabi qui est en train de revenir également. Là, on voit les espaces maintenant qui lui sont consacrés un peu à travers le territoire national. Et puis, ça nous fait plaisir, nous qui avons insisté à ce que cette institution existe depuis 2006. Le texte est de 2005, mais la première édition a eu lieu en octobre, le 6 octobre exactement, 2006, à Alger, au Théâtre National. Et jusqu'à maintenant, il y a eu une petite interruption. Une belle tradition. Voilà, pour revenir à la tradition, tout le temps pendant le mois de Ramadan, parce qu'il y a l'ambiance de l'identité, l'ambiance de la foi, l'ambiance de la religion aussi qu'il y a autour de nous. Tout le monde est imbibé comme ça de culture, d'identité, de personnalité. Spiritualité, oui. Et pour la spiritualité aussi. Donc ce festival a un rapport avec l'âme, avec notre histoire, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on le met en avant. Et la preuve, il y a aujourd'hui, je l'ai fait moi-même, publié un livre sur Hajj Mohamed Al-Anqa oui. de 400 pages qui reste aujourd'hui la référence de ce grand monsieur qui a été pas le fondateur, parce qu'on se trompe beaucoup, parce que le Chabi existait avant. On disait l'Aghani Madih Dini, on disait les louanges, ça s'appelait comme ça. Et puis ça se faisait dans les zouis, dans les zawiyas, dans les familles, etc. Puis les grands cheikhs existaient avant Hajj Mohamed Al-Anqa. La preuve, c'est Cheikh Mustafa Nadour qui est son maître. Et il s'appelait Cheikh Mustafa Nadour al-Meddah, qui est mort le 19 mai 1926 à Cherchel. Ça, c'est le maître de Al-Hajj Mohamed Al-Anqa. Mais la qualité de Al-Hajj Mohamed Al-Anqa a été le rénovateur, on peut dire l'architecte, celui qui a remis les choses en place, il a refait les fondations, il a refait la couleur, il a refait Koulech, et par la suite, ce genre musical s'est développé au cours du XXe siècle, et nous avons aujourd'hui un genre musical qui s'appelle le Chabi avec un nom. C'est le nom parce qu'avant on disait la musique populaire en français et on disait l'Aghani Chabiya
on peut le conjuguer. Mais aujourd'hui, non, on dit l'Aghani. C'est un nom propre. C'est un nom propre. Voilà. Et aujourd'hui, donc, il a une histoire à défendre. Il y a des grandes personnalités qui l'ont animé. Les personnalités comme l'Anqa et tous les autres qui sont venus après l'Anqa. Oui. Alors, on peut citer des noms, on peut citer Hajj Mrizaq, Hajj Mrouar, tout ça. Il y a eu des ramifications. Hajj Mrizaq, par exemple, nous a donné Grouabi, Hajj Nasmi Grouabi. L'Anqa a donné Boujma al-Aqis, lequel Boujma al-Aqis nous a donné Amar Zahi. Oui. Et puis voilà, il y a des tentacules comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et le jeune qui vient de passer, Kamel Aziz, dans le reportage, salue, il est très sympathique et moi je l'aime bien parce qu'il fait partie de la première génération du festival, de la chanson. Des lauréats. Oui, les lauréats. Il était parmi les lauréats et puis je le félicite parce qu'il a eu un bout de chemin très important et aujourd'hui il est à la une. On peut considérer aussi Kamel Aziz comme le fleuron de la chanson Chabi aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on le défend, qu'il est là. Et puis c'est le fidèle représentant de la chanson Chabi aujourd'hui. Voilà, je parle de la jeunesse puisque le Festival national de la chanson Chabi s'adresse à la jeunesse d'abord. S'adresse aussi dans la jeunesse avec la formation. Et c'est pour ça que la 14e édition que nous sommes en train de faire depuis hier, notre mot d'ordre, notre objectif, notre programme, c'est la formation. En premier lieu, c'est la formation. C'est la communication de la connaissance dans ce domaine. Parce qu'on a beau être, on a une belle voix, on a des chansons à dire, etc. Mais si on ne comprend pas le sens qu'il y a dedans, pourquoi? Parce qu'elle est à 90% de poésie melhoun. Et justement, dans ce sens, M. Damesh, vous avez mis en circulation un livre, un recueil. On édite chaque édition, il y a un livre. Oui. Chaque édition, il y a un diwan pour sauvegarder toute cette poésie qui est interprétée par les candidats. Donc, il est sorti hier après-midi, donc on le montre aujourd'hui et puis on le donne à tous les concurrents. On le donne aussi, c'est fait pour être remis gratuitement. Donc, nos objectifs, la publication pour laisser des traces après nous. Voilà, les gens qui vont suivre notre chemin, Inch'Allah, dans quelques temps, pour suivre la machine de ce festival, de cette institution. Aujourd'hui, on peut l'appeler institution parce qu'elle a résisté au temps. Et puis, elle existe aujourd'hui. Figurez-vous que ce festival existe depuis 2006. Mais il a existé avant. Il a existé depuis 1969, exactement, lorsqu'il y avait... Au lendemain de l'indépendance, alors Au lendemain de l'indépendance, oui. C'était en 1969, il y avait un grand festival national, on l'appelait les chants populaires. Et Hajj Mohamed Lanqa était le grand maître de la situation, et le grand prix a été donné à Cheikh Mohamed Ghafour, qu'on salue ce matin s'il nous regarde. Ce Chabi, donc, aujourd'hui, on a introduit une petite université à l'intérieur. Donc on fait un masterclass avec une résidence qu'on organise à Dar Abdel Latif, le siège de l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. Et puis voilà, les jeunes arrivent. Et puis ce qu'on a constaté cette année, il y a une élévation du niveau des jeunes. Les jeunes qui veulent participer, pratiquement sont tous des universitaires. Donc quand on crée une conférence ou quand on crée un cours avec un professeur, avec des élèves, avec un cartable, avec un tableau, tout ça, toute cette ambiance, elle est revécue par ces universitaires. Donc ils comprennent vite et puis les choses marchent bien avec eux. Et on comprend aussi l'enjeu de la question, M. Pourquoi nous faisons tout ça? Parce qu'il y a un message dans les textes. La poésie populaire véhicule des messages de la foi, des messages de la religion, de la sociologie, de l'histoire carrément combattante d'un pays comme le nôtre. C'est les poètes qui ont fait le rôle de journaliste, par exemple, de reportage, de rapporteur de l'histoire. Ce sont les poètes. Donc, ce texte est transmis chez les jeunes aujourd'hui du Chabi. Il faudrait qu'ils sachent de quoi il s'agit.
Je parle par exemple de Sidi El Khder Ben Khlouf, qui est le monument, le fondateur de la poésie melhoun, qui est à la base essentielle de la chanson shabi. Eh ben, Cheikh Sidi El Khder Ben Khlouf nous a relaté des événements, des grands événements, des grandes batailles qui ont eu lieu dans l'histoire. Ben, lui, il les a vécues. Donc il a écrit, il a consigné des dates, il a consigné des noms, des machins. Donc ça devient un véritable document historique, une poésie, simple poésie populaire, parce que lui, il a été témoin, il a écrit cette poésie. Donc aujourd'hui, nous l'avons comme un document historique. Je parle de la bataille de Mzaghren qui a eu lieu en août 1558, du 22 août jusqu'à 26 août. C'était un dimanche, 26 août, où les troupes algériennes ont battu les troupes espagnoles. Oui. Ça, c'est l'histoire qui le dit. Je le répète uniquement. Et c'est pour nous, Algériens, la seule référence historique, c'est celle de Sidi El Khder Ben Khlouf. Voilà l'importance de la poésie. Et puis, je peux multiplier les exemples. Il y a quelqu'un, par exemple, qui était présent à Alger, un poète de Mascara qui s'appelle Abdelkader Belouharani, qui est mort en 1860. Ce monsieur était présent parce qu'il se déplaçait beaucoup le jour de l'arrivée de la colonisation à l'époque ici en Algérie. C'était le 14 juin 1830. Le 14 juin 1830. Et ce monsieur était là. Et il a décrit. Oui. Il a décrit. Il a titré sa poésie Doukhol Francis. L'entrée des Français, il a dit ça comme ça. Et puis, la poésie, c'est aussi un document historique. Oui. Parce qu'elle a été un témoin oculaire. Comment ça s'est passé, les Algériens, qu'est-ce qu'ils ont fait à cette époque-là, comment qu'ils ont pris les choses. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut nous le dire. Qu'un poète, il était témoin oculaire. Je peux citer toutes. Sidi El Khder Ben Khlouf a été encore plus loin. Il est allé à l'aube de l'islam et il nous a relaté toutes les batailles qui ont eu lieu à cette époque-là. Voilà donc des documents historiques qu'on voudrait, en plus de la technique de la chambre d'interprète, comment qu'ils interprètent les choses, comment qu'ils comprennent les choses, parce que on retrouve ici le Hajj Mohamed Lanqa qui a compris ça vers les années 28, 29, etc. Il a dit ce genre qu'on appelle Medih Dini, il est pauvre musicalement, il est pauvre sur l'instrumental. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter des choses. Oui. Ajouter quoi? Ben, il avait à côté un genre musical, entre guillemets, je l'ai dit toujours, qui s'appelle l'andalou, alors que c'est une musique tout à fait algérienne, on appelle l'andalou. Ben, il a pris l'essentiel, les modes de base, il y a 7 modes, ce sont des modes qui ont été utilisés par l'Anqa dans la chanson Medih Dini, ça veut dire Shabi également. Alors, il a utilisé aussi, il a créé un genre nouveau à lui. C'est à partir de lui qu'on connaît par exemple le mode Sahli. Les autres modes s'appellent Maya, Zidan, Araq, tout ça, Maya, etc. Ça, il y a 7 modes de base avec lesquels le chanteur Shabi travaille aujourd'hui. Donc c'est des techniques comme ça, très pédagogiques, pour permettre à l'interprète de mieux passer son message, de mieux être un agent fidèle à l'identité, à la personnalité. Et justement, M. Bendamesh, ce sont tous ces facteurs que vous mettez en valeur durant ces 4 jours du festival. On l'a fait depuis le mois de février. Voilà, donc il a commencé hier. Ouais. Alors parlez-nous de la particularité de cette année, de cette édition. Cette édition, justement, elle est colorée par la connaissance. La connaissance et le savoir. Depuis le début de ce festival, depuis 2006, on a toujours dit qu'on doit installer la connaissance et le savoir pour mieux fonctionner, pour mieux être fidèle, serviteur de cette nation, de ce peuple vaillant, de ce grand pays qui s'appelle l'Algérie. Voilà, donc ça, c'est un aspect. Volet. Le deuxième aspect, on a introduit les femmes. Les femmes, il y a 2 concurrentes qui sont venues et puis elles sont parfaites sur le plan de la technique musicale et tout ça. C'est vrai que la musique Shabi a été l'apanage des hommes pendant longtemps. Et pourtant, la musique Medih Dini, tout ça, c'est la chanson, on appelait à l'époque les chansons populaires. Ma'alima Yamna, qui est morte en 1933, c'était une grande dame de la chanson Shabi également. Donc la femme, elle est toujours présente. Plus toutes les autres femmes, de Fadela Dziria à Meriem Fekay, à toutes les autres qui étaient là. Il y a d'autres qui ne sont pas connues aujourd'hui. Donc cet élément aussi. Et puis nous avons introduit 3 musiciennes aussi.
3 musiciennes virtuoses. Oui. De l'école de Boufarik, nous avons ramené, et puis aujourd'hui, elle participe, depuis hier, elle participe à l'orchestration de ce festival, puisque nous avons un orchestre pilote, celui du Festival national de la chanson chabi, et on a introduit des jeunes filles. Et il y a aussi la publication qu'on continue toujours, et on continue avec une grande volonté, parce qu'on croit, moi je crois au livre, je crois au livre qui véhicule de la culture, véhicule de la connaissance, véhicule, on utilise la publication pour garder les choses, garder, on n'est pas des agents comme ça, incolores, inodores, on doit laisser des traces, et la meilleure trace, c'est le livre. C'est Moutanabbi qui a dit ça. Ça ne peut pas être autre chose que le livre. Et puis, on ne peut pas passer sur un élément comme ça. C'est vrai que c'est important, c'est dur à faire un livre, etc. Mais il faut le faire. Il faut s'entourer de professionnels, il faut s'entourer de tout ça. Voilà un peu le. Et puis aujourd'hui, j'étais surpris hier de voir que toutes les consignes qui ont été données, elles ont été appliquées sur scène, devant le public, qui a été aussi rehaussé par la présence du ministre de la Culture et des Arts, Zoher Blalou, qui nous a fait honneur et qui est resté jusqu'à la fin, elle a salué tout le monde, et puis ça nous a fait plaisir, pour encourager cette génération comme ça qui vient. Voilà. Nous sommes obligés de partir un jour, mais il y a une génération qui a pris le relais. C'est le relais, toujours. Monsieur Ben Dahmech, donc on rappelle que le festival a débuté hier, il se poursuivra jusqu'au 23. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Ben Dahmech, toujours de nous donner de très belles informations dans ce sens. Merci beaucoup, belle continuation. Donc rendez-vous pris jusqu'au 23. Merci beaucoup, Monsieur Ben Dahmech. Donc autre rendez-vous si vous êtes du côté de Constantine, très très belle pièce théâtrale aussi, qui sera joué ce soir, donc au niveau du théâtre régional de Constantine, une pièce théâtrale intitulée Fil rouge et qui est donc réalisée par Elisa Biaggi. Voilà, donc si vous êtes du côté de Constantine, c'est ce soir. Voilà donc pour l'information. Et donc cette fois-ci, donc on vous invite à une très belle exposition que je vous laisse découvrir. On se retrouve juste après. Des courbes élégantes, des traits délicats, une explosion de formes et de couleurs. 14 artistes, 56 œuvres. Un voyage au cœur de la calligraphie. Bhiri Mohamed, Laroussi Roumaïssa, Sbah Khaled, Jazia Sherifi, Qas Assa et d'autres. Chaque nom résonne comme une signature, une empreinte unique sur la toile. Le passé et le présent se répandent. Tradition et modernité s'entremêlent. Une lettre, un mot, une émotion. À la galerie Hala, la calligraphie ne s'écrit pas, elle se ressent. Et
cette fois-ci, nous allons nous intéresser, comme chaque vendredi depuis le début donc, de ce mois béni, au comportement que nous devrions avoir en tant que bons musulmans, particulièrement au mois de Ramadan, pas seulement le mois de Ramadan tout au long de l'année, mais particulièrement le mois de Ramadan. Nous en parlons donc en compagnie d'autres spécialistes maison, professeur Rania Kiri, bonjour. Bienvenue à vous, marhaba bik. Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer une deuxième fois, plutôt plusieurs fois. Plusieurs fois, et marhaba bik, vous êtes chez vous, madame Kiri. C'est toujours un plaisir de partager le plateau en votre compagnie. Merci Alors, beaucoup. comme on le dit, donc à chaque fois, on va parler d'un comportement particulier, n'est-ce pas, d'une caractéristique particulière d'un bon musulman. Et là, nous allons nous intéresser à un sujet qui, malheureusement, donc, existe très, très répandu, existe partout dans le monde, mais le mois de Ramadan, nous avons l'impression que ça augmente un petit peu. Il s'agit du gaspillage, n'est-ce pas? Oui. Donc, comme vous l'avez dit, c'est bien dommage, mais c'est un comportement que nous-mêmes, on fait de notre mieux pour diminuer. D'ailleurs, j'ai vu un reportage où un journaliste a interviewé plusieurs personnes qui étaient en file d'attente, qui achetaient plusieurs produits, aliments, etc. Il a discuté avec eux, il a dit pourquoi vous achetez tous ces produits. Donc, qu'est-ce qu'ils ont répondu? On essaye à tout prix d'éliminer et de modérer un petit peu, mais c'est en vain. Mais en vain parce que c'est une habitude et c'est pas facile. Donc, c'est une habitude, c'est pas facile. Donc, le gaspillage, c'est tout ce qui dépasse le besoin. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de s'habiller, etc. Mais avec des limites, parce que notre islam, notre religion, l'islam, toujours est modéré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les deux extrêmes. Allah Azza wa Jal, il dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Mangez et buvez, mais pas d'excès. Parce que l'excès, généralement, premièrement, les dépenses, vous dépensez beaucoup d'argent. Or, l'argent est un don de Dieu, d'Allah, est un bienfait. Et généralement, une personne, quand elle donne un don à une autre personne, elle est remerciée. Donc, c'est un don et un bienfait, comme je viens de le dire, de Dieu. C'est une ingratitude. C'est on dépense cet argent comme on veut, sans limite. C'est vrai, on doit boire, on doit manger. Mais comme il dit Rasoul sallam, pour les boissons et autres, il faut partager ce comportement en trois parties. Un tiers pour manger, un tiers pour boire et un tiers pour respirer. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui mangent sans arrêt. Et ils goûtent à tous les plats. Et là, après un certain moment, après l'Eden, ils n'arrivent plus à bouger. Ils n'arrivent même pas à aller faire la prière Tarawih. Donc, il faut être, comme on vient de le dire, et vous l'avez dit aussi, il faut être vraiment raisonnable, il faut être sage. C'est pas donner de... C'est vrai, on veut tout... une personne, elle a toujours un plaisir d'acheter ceci, cela, mais il ne faut pas manger avec les yeux. C'est-à-dire que même nous, les femmes, on prépare plusieurs plats, énormément de plats, et en fin de compte, après quelques bouchées, ça y est, c'est bon, on n'a plus faim. Que faire de tous ces plats? On les jette. Donc c'est du gaspillage. Et le gaspillage, inna tabdir, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Inna al-mubaddirin kanu ikhwan al-shayatin. Qui de nous, qui entre nous veut être un frère Satan ou la shayatin, c'est pas Amma, Satan ou démon. Donc l'islam nous oblige, c'est vrai, à prendre soin de nous-mêmes, mais même du point de vue de santé. Parce que quand il y a un abus, là, ça reflète sur la santé. Quand on prend plusieurs... vous imaginez maintenant sur la table, il y a plusieurs eaux gazeuses. Selecto, etc., variées avec les publicités, donc tout le monde est tenté. Mais certes, peut-être que je pourrais prendre un verre, un demi-verre, au plus un verre et demi, mais pas une bouteille entière. Surtout plusieurs. Plusieurs. Alors, imaginez
malgré ces publicités, parce que chacune d'elles dit que c'est mon meilleur, c'est le meilleur produit, etc. C'est fait pour les publicités. Voilà, c'est connu. Mais, c'est-à-dire les spécialistes, ils disent que la plupart des produits, enfin l'eau gazeuse, elle est produite surtout par le sucre. Donc vous imaginez, le corps, toute la journée, il est à sa faim, il n'a rien pris, et subitement il prend de l'eau gazeuse avec beaucoup de sucre. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Donc, comme j'ai dit, il faut une prise de conscience, et une prise de conscience collective. Comment le mari, par exemple, ou bien le père de famille, il a une certaine somme. Surtout, moi, ce qui m'intrigue, c'est que quelques personnes, ils ont une paye très limitée. Et malgré ça, vous les voyez partout, dans des foules partout. Et le plus grand gaspillage en Algérie, bon, au Maghreb généralement, mais en Algérie, c'est le pain. Alors, le pain, c'est vrai que le pain, chaque année, ce sont des campagnes de sensibilisation qui se tiennent. Et malgré ça, on n'arrête pas, parce qu'on est tenté. Il y a le pain des olives, il y a le pain, il y a la galette, il y a énormément, il y a des variétés. Il y a le choix. Donc, et quand on fait carême, on fait en jeûne, donc on est tenté d'acheter ceci, cela. Peut-être que cela est meilleur, peut-être que c'est là. Et en fin de compte, on jette toute cette quantité. C'est très grave. Donc il faut une prise de conscience collective. La mère ou la femme, elle a des enfants, etc. Donc l'enfant, moi qui veux éduquer cet enfant, et l'enfant généralement, il voit plus qu'il écoute. Donc comme je lui dis, par exemple, auparavant, avant Ramadan, quand il veut acheter quelque chose, je lui dis non, il ne faut pas gaspiller, c'est trop pour toi. Il y a des trucs qu'il faut limiter. Et quand il me voit, en plein Ramadan, il me voit, moi et son père, gaspiller sans arrêt, dépenser de l'argent inutilement. Donc il voit en fin de compte, même les parents gaspillent. Donc pour lui, cette habitude, elle va rentrer dans sa tête et il va l'appliquer. Toujours, les enfants apprennent par mimétisme. Exactement. Ils imitent ce que les parents font. Voilà. Donc, ils sont leur première référence. Exactement. Donc, c'est le meilleur investissement, l'enfant. Donc, si on lui dit, il ne faut pas faire ceci, et moi je fais le contraire, c'est très grave. Donc là, il ne va pas nous écouter même dans d'autres domaines. Bon, même dans notre religion, même pour les ablutions, le wudu, les savants, le lama, ils disent qu'il ne faut pas gaspiller de l'eau. Pourquoi? C'est un bienfait collectif. C'est-à-dire que même, les savants disent, même si vous êtes au bord de la rivière ou bien des fleuves qui coulent, il ne faut pas gaspiller. Il y a une quantité d'eau, ça suffit largement pour faire le wudu. Donc, la religion nous oriente vers le bon sens. Et c'est pour notre bien. Pourquoi? Parce que là, on dépense de l'argent. Là, peut-être quand on sera malade, parce qu'il y a quand il y a des excès, surtout pour les gens malades, des diabétiques ou autres, ils peuvent facilement tomber malades dans cette période. Or, le ramadan, comme on avait dit auparavant dans d'autres émissions, le ramadan c'est quoi? C'est prier, c'est la lecture du Coran, c'est partager, entraider les autres, les voisins, etc. Ce qu'on remarque dans notre société, malheureusement, auparavant, pendant la période de nos parents, il y avait toujours une entraide et partage entre les voisins. Maintenant, après la décennie, l'Ashriya Sauda, personne ne fréquente les voisins, etc. Donc, ils sont obligés de jeter. C'est au moins le surplus avec, on le donne aux voisins, plus ou moins. Il y a un équilibre et le hasanat, etc. Mais là, tout le monde se renferme dans sa maison, dans son foyer, et on connaît personne pratiquement, surtout quand on est nouveau locataire ou propriétaire. Donc on est obligé de jeter tout. Surtout pour la femme, elle fait les mains et les pieds toute la journée. Elle a deux rôles, au travail et à la cuisine. La cuisine, le mari, non, tu ne fais aujourd'hui ceci, non, tu ne fais cela. Après, il y a chaque membre de la famille qui veut un plat spécial, de particulier. Exactement. Et en fin de compte, comme j'ai dit tout à l'heure, quelques bouchées, tout le monde se lève de la table. Que faire de tous ces plats? Bon,
On se dit, bon, je vais le mettre dans le frigo, demain je serai tranquille. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Parce que le lendemain, quand on a vu, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, on regarde, plus qu'on... Donc, le lendemain, au lieu de ne rien faire, c'est-à-dire je présente ces plats antécédents, non, je fais un complément. Donc, ça va augmenter encore. Donc on est obligé de jeter. C'est haram. Premièrement, votre argent que vous gaspillez, votre temps, surtout le temps est sacré. Dans notre religion, il n'y a pas une religion qui honore le temps comme l'islam. Pourquoi? Parce que le ramadan, c'est limité. Un mois, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est presque l'Aïd. Donc, il faut lire. Et puis, quand une femme, surtout une femme qui travaille, vous, moi, etc., donc, on a un deuxième rôle. Et quand on rentre du travail à la maison, on rentre directement à la cuisine sans arrêt, jusqu'à l'Aden des fois. Moi, ça m'arrive, je dois rester à la cuisine jusqu'à l'Aden. Donc, on ne trouve pas le temps de prier. En fait, tarawih. Le faraïd, c'est autre chose. Mais tarawih ou lire le Coran, c'est malheureux. On ne peut pas compléter ou bien terminer la lecture du Coran pendant le mois de carême au moins une fois. C'est grave. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps debout. On est fatigué, on est saturé. Donc, il faut, on gagne, c'est gérer notre vie, on gagne le budget, on gagne notre santé et aussi, on sauvegarde notre temps qui est vraiment, vraiment sacré. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le mois de Ramadan, ce n'est pas fait pour manger. Rasoul, il mangeait très peu. Pourquoi? Parce que, bon, c'est vrai, on peut acheter ce qu'on veut, mais avec des limites. Dans notre religion, tout est avec des limites. Mais des fois j'entends des gens, ils disent qu'ils les empruntent pour acheter telle ou telle chose. C'est très grave. J'ai une certaine somme, je gagne tant, donc je dois m'orienter ou je dois, c'est-à-dire dépenser cet argent vu mon budget. Là, c'est aussi toute une éducation autour de cette pratique, professeur, parce qu'il y a des parents qui veulent faire tout pour leurs enfants, qui veulent faire plaisir à leurs enfants, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément les moyens pour. Il suffit juste d'expliquer à ces enfants que parfois on peut, parfois on ne peut pas. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a des parents, ils veulent tellement bien faire. Et c'est toujours de bonne foi. Hein, donc, tous les parents ont une bonne foi envers les enfants, c'est normal. Vous préférez que votre enfant soit le meilleur. Moi, la même chose. Je préfère que ma fille soit la meilleure. Mais comme je vous ai dit, il faut avec sagesse. C'est ça. Parce que l'enfant, comme vous l'avez dit, il regarde. Il écoute, certes, mais il regarde plus qu'il écoute. Donc, quand il voit ses parents gaspiller autant, il va faire autant, si ce n'est pas plus. Donc, c'est vrai, je veux que mon fils ou ma fille soit les meilleurs sur tous les plans, avec ses copains ou avec ses amis au niveau de l'école, pour bien manger, pour que les autres ne disent pas oh, maman elle a fait ceci, j'ai mangé ceci, alors que lui il a peut-être mangé très peu, etc. Mais moi je ne regarde pas les autres, parce que chacun de nous a ses conditions. Maintenant, si j'imite les autres et je n'ai pas les moyens, et je vais c'est-à-dire je vais voir d'autres personnes pour me dépanner, c'est très grave. Surtout que l'argent est un don, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il dit? Il vaut mieux, en français, c'est-à-dire il faut se remettre en question. Voilà. Il faut vous contrôler, il faut qu'on se contrôle, il faut qu'on juge notre personne avant d'être protégé. Parce que dans l'au-delà, Allah Azza wa Jal, il va nous demander d'où avez-vous cet argent? Est-ce que c'est halal, c'est haram? Et comment vous l'avez dépensé? L'argent ou le temps, etc. Donc, c'est une responsabilité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de notre conscience et vis-à-vis de la société. Moi, quand je passe dans les rues,
ou dans les ruelles, quand je vois cette quantité de pain, ça me fait vraiment mal au cœur. Effectivement. Alors, mot d'ordre d'aujourd'hui, professeur, c'est se ménager et dépenser de façon rationnelle et de façon sage, surtout. Oui, voilà, un sage ne fera jamais ça. Malgré s'il a une fortune, mais si j'ai besoin de 5 pains, je n'achète pas 10. Si j'ai besoin de 10, je n'achète pas 20. Voilà, donc mot d'ordre aujourd'hui, c'est plutôt de dépenser de façon sage et de façon rationnelle. On vous retrouve vendredi prochain. Inch'Allah, pour d'autres conseils. Parce que c'est la veille de l'Aïd. Oui, la veille de l'Aïd, effectivement. Inch'Allah. En tout cas, professeur, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. On vous retrouve Tout très le plaisir bientôt. est pour moi. Merci beaucoup. Inch'Allah, merci beaucoup. On ne va pas se voir. Inch'Allah, on va se voir. Merci beaucoup, professeur. On continue à se retrouver pour la dernière station de cette matinée. Mais avant cela, ça va être une balade à travers ces images et on se retrouve juste après. Et voilà, donc cette fois-ci, nous retrouvons Samira qui va nous emmener du côté 10 km de Batna, tu me dis. Oui, plus précisément, n'est-ce pas? Salut, bonjour, bonjour Samira. Salut Nour. Comment ça va? La baisse. Ça se passe bien? Très très bien. Alhamdoulilah, avec Ramadan, ça se passe bien? Oui, c'est difficile, mais ça va. Il ne reste pas beaucoup? Non. Non. Il est passé très vite. C'est le plus important. Oui, c'est très agréable. Voilà. C'est un Ramadan très animé, très animé, effectivement. Oui. Très, très animé. Même les Algériens s'en sortent. Enfin, je vais parler de ma ville, Alger. Les Algérois, ils s'en sortent. Il y a eu du monde. Comme chaque année. Beaucoup. Comme chaque année, effectivement. Alors aujourd'hui, Samira, on ne va pas rester à Alger. On va aller du côté de l'Est. Oui. N'est-ce pas? Nord-Est. Nord-Est, voilà. Oui, Lambès. Lambès, Taizoult. On est sur le territoire de Taizoult. On est à 10 km de Batna. Oui, j'ai trouvé mes mots. Donc, pour moi, non, pour l'histoire, c'est à Lambès, c'est l'Ambaïsis. C'est un territoire qui existe depuis toujours. C'est un territoire qui a été occupé d'abord par les tribus berbères, comme l'attestent en fait tous les monuments, on va dire les tombeaux. Et en premier, celui du Madrassen, qui lui date depuis le IIe siècle, avant notre ère, avant notre époque. Vous avez des images qui défilent, oui, il y a un petit montage vidéo que j'ai fait à partir d'images et d'informations que j'ai collectées par des experts, fait par des experts. On voit la cité de Lambès. Lambès qui est une cité, on va dire, militaire. Elle a existé parce qu'elle a été militaire, donc capitale militaire romaine en fait, de l'Afrique romaine. Donc c'est on va dire, c'est une capitale qui a accueilli exclusivement des militaires. Il y en a eu 6000 à peu près, il y a eu 6000 soldats ou légionnaires on va dire. Elle a accueilli
la 3e légion d'Auguste. Donc ils sont arrivés, au départ c'est un petit camp de 200 mètres et puis avec le temps, au fil rapidement d'ailleurs, ça... Il y a eu des extensions? Oui, sous plusieurs empereurs, il y a eu des extensions, on va les voir défiler. Il y a eu Adrien, qui lui, dès l'empereur Adrien, 14e empereur, qui lui, dès le... Alors c'était en 126, entre 126 et 128, il a fait une visite à Tazout et ils vont finir la construction des camps. À tes souhaits. Merci. Que mes rêves se réalisent. Mes vœux, pardon. Oui, ils rêvent aussi, allez. Comme les Romains ont rêvé d'une grande capitale militaire à Lambès. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au fur et à mesure, au fur des empereurs et des rois qui se sont succédés là-bas, ou sous les règnes de ces empereurs, il y a eu la construction de cette cité. Alors, une cité, on va dire presque ordinaire, comme toutes les cités romaines, sauf qu'elle a vraiment elle a développé une architecture très spéciale. En hauteur, il y a la ville haute, où il y a les principaux bâtiments, et puis c'est que militaire. Puis on a vers l'extérieur, on peut trouver des civils et tout. Et tout ce qu'il faut, hein, des thermes, des aqueducs, une forteresse, un fort dédié aux légionnaires, un capitole, enfin, tout ce qu'il faut, hein, pour une cité romaine. Et là j'ai indiqué toutes les indications avec des divinités, il croyait à... Il y avait on va dire des stèles dédiées à, par exemple, à Disciplina, à Esculape, la Stara Ben Seddiq, l'historienne, et spécialiste justement d'Esculape, entre autres, hein, d'Esculape. Voilà, elle a beaucoup travaillé là-bas, mais sinon on voit l'organisation de la ville, on voit qu'il y a de très beaux... C'est l'arc de Septime Sévère. Qui est encore conservée, c'est une très belle cité, on peut encore la visiter, il y a encore des milliers de choses à découvrir sur place. Et d'ailleurs, récemment, il y a quelques années en arrière, une coopération entre le ministère de la Culture, le CNRA et d'autres organismes internationaux ont fait une très belle découverte. Ce sont deux mosaïques qui ont été trouvées dans 2 villas. Oui, elles sont très belles, on va les voir arriver. Celle de... Alors, Élé, on va les voir. On va finir par les voir. Mais entre-temps, nous sommes en train de contempler de très belles regarder images. Oui, on voit des vestiges. Ce qu'on voit, c'est les termes. Voilà. Nous sommes en train de les voir, les mosaïques? Oui, c'est ça? Exactement. Voilà. Et ça, c'est le musée. Parce qu'il y a d'abord un musée lapidaire, ça veut dire qui est en plein air. Il y a des choses qui sont entreposées. À chaque fois qu'il y a des choses qui sont retrouvées, on les... ou peut-être ça a été le premier... Lapidaire, plutôt, ça a été le premier musée sur place. Et puis, il y a un musée local où on peut... où plein de choses sont entreposées, des statues, on fait toutes les choses, de très très belles choses, des choses exceptionnelles, comme l'endroit, d'ailleurs, qui est exceptionnel. Exceptionnel, effectivement. Oui. Donc, il y a quand même certains vestiges qui sont très bien conservés jusqu'à maintenant. Ça m'a l'air de le voir à travers les images. Oui, il y en a qui sont très très bien conservés, il y en a qui n'ont pas encore été découverts. Peut-être rappeler que c'est une cité qui a remplacé Téveste. Donc Téveste, c'est Tébessa. Donc oui, c'est pour marquer l'importance. C'est-à-dire qu'elle est devenue la capitale de la Numidie. Si la 3e légion d'Auguste est arrivée à Lambès, c'était surtout, on va dire entre guillemets, apporter une défense, protéger la Numidie. Et puis ils se sont installés, ils se sont implantés et puis ils ont construit, ils se sont étendus année après année. Hein. Donc ils ont développé une architecture avec des voies qui mènent, je veux dire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et un cheminement comme ce qu'on pourrait trouver par exemple à Tipaza ou dans d'autres cités. Voilà. Bon, après, avec le temps, la Légion s'est dissoute et on va dire l'administration. Voilà. L'administration s'est transférée, s'est établie, s'est réétablie à Cirta. Voilà. En Constantine, le haut. Oui,
à Constantine, mais aussi rappeler que cette légion, si elle s'est installée là, surtout c'est parce que c'est une route, on n'est pas loin de Carthage, exactement, qui avait des dettes et des impôts récoltés, et qu'il y avait un trésor, ils avaient où entreposer aussi un trésor, donc voilà. Mais sinon, ça raconte en fait toute la, on va dire le prestige, l'empire que ça représentait à l'époque, et puis la Numidie, et puis tous ces rois, et puis toute cette organisation, et puis surtout cette architecture qui est restée, qui a traversé le temps, qui a résisté au temps, surtout. Voilà. Voilà, qui a résisté au temps, donc on le voit, on l'a vu d'ailleurs à travers les images que tu nous as proposées. Oui. C'est resté bien conservé. Oui, d'ailleurs. Et puis, je ne sais pas si tu as l'information, si probablement, prochainement, il y aura d'autres projets de fouilles qui vont être lancés. Alors, ça ne s'arrête pas. Hein. Ça ne s'arrête pas. Il y a des fouilles en permanence. Parce que certainement, il va y avoir encore d'autres secrets enfuis dans cette cité qu'on n'a pas encore découvert, certainement. Il y a des millions de choses qui n'ont pas été encore découvertes dans toute la région, dans toute l'Algérie. Bon, après, ce qui est, on va dire, dommageable, c'est qu'à la colonisation française, ils sont allés construire une ville, ce qu'ils appellent moderne, c'est pas très loin, hein, c'est juste, peut-être qu'on l'a vu dans les images, mais on les voit des vestiges, on voit ce qu'ils appellent le village moderne, ou je sais pas, la ville moderne. Voilà, bon, après ça a continué, mais beaucoup de choses n'ont pas encore été... Certainement, beaucoup de choses ont été détruites entre-temps. Alors, il y a des choses qui ont été détruites et beaucoup de choses qui n'ont pas été découvertes encore, ou redécouvertes. En tout cas, il y a des choses à découvrir, et dans toute la région, pas spécialement à Lambès. Voilà. On a des inscriptions, il y a des stèles qui sont, je ne sais pas si on les a vues ou on peut les revoir. Oui. Il y a des stèles qui racontent aussi donc, les dieux qu'ils vénéraient, Jupiter, Junon, et puis Disciplina aussi. Il y en a beaucoup d'autres. Et puis ça raconte aussi, il y a une stèle, je ne sais pas si on l'a vue, on va la revoir, c'est le discours d'Adrien. C'est quelque chose qui est unique. Il a été transcrit, il y a des extraits de ce discours qui sont sur une stèle. Donc, on va dire, il n'y en a pas, ailleurs. Hein. Ça reste un exemplaire unique. Voilà. Donc il y a plein de choses qui racontent ce passage de la légion, de la 3e légion Auguste à Lambès. Voilà. Donc on rappelle que c'est une cité militaire, n'est-ce pas? Donc contrairement à ce qu'on voit pas très loin, hein, donc les sites du Mila, les sites de Tibad, Tébessa aussi, qui restent quand même... voilà. Soukaras aussi. Et peut-être rappeler que le site le plus important est le camp du légionnaire. Il y a un fort, on l'a vu, tout ça on l'a vu, hein, avec... il y a des arcs, il y en a 4. Il est le plus important du point de vue architectural. Il est appelé aussi le prétoire ou le prétarium. C'est la résidence du commandant. Voilà, le quartier général. Donc c'est le site le plus en termes d'importance, oui. Et même il est magnifique. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle balade. Samira, donc on rappelle qu'on était environ à 10 km de la ville de Batna, n'est-ce pas? À l'est, au nord-est. Ah, voilà, au nord-est d'Alger. Voilà, merci beaucoup Samira. Merci Noor. On se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah, pour une autre escale, une autre visite. Inch'Allah. Merci beaucoup Samira. Et on continue, nous arrivons à la fin de notre émission, on ne continue pas finalement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rappelez-vous donc la vigilance orange qui a été annoncée, de vents très très forts qui vont souffler sur certains pays du Nord. Et par certaines villes du Nord, donc annoncé par Amel Laribi ce matin. Donc je vous souhaite une très agréable journée à tous. Je vous retrouve demain avec grand plaisir dès 9h, pardon. Au revoir. J'y arrive. Tu vas y arriver. Allez, bonne journée à tous. Au revoir.